Difficile d'imaginer que cet enchevêtrement de reliefs étranges mais somptueux cache l'une des routes les plus secrètes, celle de l'Encens et de la Mire, qui reliait l'océan Indien à la Méditerranée. Depuis la plus haute antiquité, d'innombrables caravanes de Bédouins ont fait la jonction entre ces deux mondes. Partis des côtes du Dhofar, aujourd'hui territoire omanais, les chameliers et leurs précieux chargements franchissaient les hauts plateaux yéménites pour rejoindre ensuite la Palestine, beaucoup plus loin au nord, via l'Arabie heureuse. L'encens, cette résine aromatique plus recherchée que l'or, était une passerelle entre le visible et l'invisible. Et ces subtiles vapeurs escortaient les hommes à chaque phase importante de leur vie. Sur le plateau aride du Djol, Nicolas Hulot et l'architecte Pascal Maréchaux se sont mêlés à une caravane sur l'ancienne route de l'encens. Bonsoir, Ousmane Nature sur la terre du mythique royaume de Saba et de la légendaire reine de Saba, dont la rencontre non moins légendaire 4 siècles avant notre ère avec le fameux roi Salomon a très certainement contribué à l'incroyable fascination que cette contrée lointaine a longtemps exercée sur l'Europe. L'Arabie heureuse, comme on l'appela longtemps, le pays du bonheur, tel qu'il fut enseigné comme une réalité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans les écoles européennes. Quoi qu'il en soit, le Yémen fut le berceau d'une civilisation profondément originale qui alla jusqu'à développer sa propre langue et sa propre culture. Une civilisation bâtie par l'extraordinaire sur le commerce et la production de la sève d'un végétal, on a du mal à le croire, l'arbre à encens. L'encens, cette sève aromatique, aussi, voire plus précieuse que l'or, qui cristallisait toutes les valeurs qui s'attachaient au pouvoir et au sacré. D'ailleurs, la reine de Saba, paraît-il, en avait déposé un monceau au pied du roi Salomon. Mais ce qui fit la prospérité des Sabéens, c'est un véritable génie hydraulique. Ils avaient apprivoisé l'eau par d'ingénieux systèmes d'irrigation à l'origine d'une agriculture florissante. Et ce qui caractérise encore le Yémen, c'est qu'ils ont su développer une architecture de prodige, un habitat écologique lié à la terre, à tous les sens du terme, fondu dans la roche et dominé par un sentiment de verticalité. Voilà, c'est cette Arabie du Sud que nous allons évoquer, guidée par le plus précieux des guides, le hasard. Et là, il y a un point de vue qui valait qu'on s'arrête un peu. En plus, on entend remonter les bruits des villages. Alors ça, c'est le Wadi Dohan. Hein. Oui, c'est un affluent du Wadi Hadramaout. L'Hadramaout, c'est à la fois un royaume antique, ce fleuve oasis et une région. C'est l'Arabie verte en opposition à l'Arabie pétrée des déserts là tout alentour. Hein. Et c'est celle qui a fait fantasmer toute l'Antiquité parce que les Sabéens, les Sud-Arabiques qui vivaient dans cette région ont conservé le monopole d'un trafic d'une résine qui est celle de l'encens. Voilà, il nous propose en signe d'hospitalité de nous offrir de l'encens. Ah, je vais voir enfin à quoi ça ressemble alors. Alhamdulillah. Les voyageurs d'antan disaient que quand on arrivait aux abords des rivages du Yémen, on sentait déjà ce parfum. Mais ça, c'est le mythe qui l'a construit parce qu'on n'arrivait pas à l'atteindre. Ouais. Mais bien sûr que c'est impossible vu qu'il faut qu'il y ait la braise pour avoir l'exhalation.
On appelle ça une fumigation. Voilà. On a du mal à imaginer à l'époque que des acheteurs soient prêts à payer le prix fort pour ce qui en apparence n'est qu'une résine aromatique, quelle que soit la qualité de son parfum. C'est parce que l'encens a une propriété antiseptique très très puissante. Et dans l'Antiquité, ça c'est avéré. C'est avéré, scientifiquement prouvé. Et dans l'Antiquité, les temples étaient de véritables abattoirs. On allait souvent lorsqu'on était malade au temple pour faire des prières pour sa guérison, ou on allait pour faire un sacrifice. Et donc l'encens, non seulement ces fumées messagères accompagnaient les prières des fidèles, mais elles protégeaient les prêtres des miasmes de la foule qui venait donc leur demander de faire ces sacrifices. Mais ça sert aussi beaucoup dans les rites funéraires, parce qu'associé au naphte, au bitume, ça rentre dans la composition de tous les embaumements pour éviter donc la corruption des chairs. Et puis bien sûr, ça sert pour la cosmétique. Donc l'encens était extrêmement demandé. 3000 tonnes d'encens cheminaient chaque année par cette route longue, difficile et dangereuse. 3 à 4 mois de voyage et une soixantaine d'étapes étaient nécessaires pour rallier la côte du sud Yémen à la ville de Gaza, en Palestine. Beaucoup plus au nord du Wadi Hadramaout, de l'autre côté de la frontière avec le sultanat d'Oman, une équipe d'Ushuaïa Nature s'est jointe à une petite caravane composée de chameliers omanais et de 2 scientifiques français, Stéphane Douady et Audrey Manning. Ils sont venus dans le Roub al-Khali, surnommé le désert des déserts, pour étudier ces grandes dunes qui chantent. Le chercheur français travaille sur l'acoustique et la mécanique des fluides. Il sait pouvoir trouver ici, sur la plus grande étendue de sable d'un seul tenant de la planète, la haute dune qui produit parfois un son grave, puissant et mystérieux. Au fond des immenses entailles creusées dans le plateau qui forme le Yémen, le spectacle est époustouflant. La cinébule de Denis Cléier-Marel et Nicolas effleure une partie de ce paysage biblique qui s'étire au fond du canyon sur plus de 150 km. Se rendant au champ, les étranges silhouettes de femmes vêtues de noir et coiffées d'un haut chapeau de sorcière sont sans doute à l'origine de bien des légendes. Le génie hydraulique des Sabéens, qui ont su transformer cette rivière oasis en un immense jardin d'Éden, est à l'image de leur maîtrise architecturale. On imagine sans mal pourquoi certains voyageurs de l'Antiquité pensaient que ces vallées mystérieuses de l'Hadramaout étaient ni plus ni moins les jardins d'Éden. Et qui sait si le roi mage Melchior, lui-même chargé d'encens, n'a pas emprunté le Wadi Doan ici. Quand on regarde cette architecture homogène, assez proche de celle qui a inspiré Sanaa, la capitale du Yémen, on repense à cette description que Kessel avait fait dans Fortune carrée. Elle semble issue du sol, toute posée dans sa force, sa fierté et sa sobre noblesse. Et il ajoutait, elle semble frapper du sceau de la fable et de la vie en même temps. Je trouve que cette formule va aussi bien pour les villages de l'Hadramaout que pour la capitale Sanaa.
Alors évidemment, on surprend avec un peu d'audace ce qui normalement doit échapper au regard, c'est-à-dire les terrasses, qui sont des lieux de vie importants. Et ce qui caractérise beaucoup tous ces petits villages, c'est la discrétion, la retenue. Jardiniers inspirés, les Hadramites ont surtout bâti depuis l'Antiquité des cités en symbiose avec la nature environnante. Et ces chefs-d'œuvre ne sont pas des vestiges archéologiques. Les habitants s'emploient à les garder vivants. Mais les constructions faites de briques de limon mélangées à de la paille restent fragiles. Qu'un propriétaire laisse 2 ou 3 ans l'eau des pluies rares mais violentes s'infiltrer sur les terrasses et le bâtiment reviendra à la boue dont il est né. On comprend que tout ça ait participé à une espèce d'énigme, de fantasme, parce que quand on est au-dessus, sur le plateau de Djol, on voit rien. On a l'impression que vraiment, on a essayé justement toujours de cacher un tout petit peu. C'est un petit peu comme une géode. Ouais. L'extérieur, veut dire, il est brut, il est là, desséché, ordinaire. Quand on est sur le plateau, on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir. Et puis à l'intérieur, veut dire, c'est un trésor. Ouais. C'est un trésor de vie, d'ingéniosité et surtout de solidarité entre les hommes. Parce qu'en fait, l'architecture, elle est le reflet de cette société qui partageait des valeurs communes. Et cette harmonie, elle est qu'on ne cherche pas à se dissocier, se différencier, rechercher l'originalité de son voisin, c'est on s'accorde avec sa propre personnalité, mais en respectant des règles communes. Un jour, les Hadramites se sont aperçus que le calcaire chauffé donnait, après concassage et arrosage, une poudre isolante et protectrice pour les murs des immeubles. Depuis, dans des fours traditionnels, le calcaire est brûlé puis transformé après battage au fléau en chaux éteinte à laquelle on peut mélanger tous les pigments colorés que l'on souhaite. Le battage est une opération délicate. Les hommes doivent se protéger le visage, les pieds et les mains des éclats brûlants et éviter de trop respirer les vapeurs corrosives. Il n'y a pas un jour où un immeuble ne soit en travaux. Appartenant souvent à de grandes fortunes yéménites ou saoudiennes, ils sont soigneusement restaurés, ravalés ou peints, selon les desiderata de leurs riches propriétaires. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quand même, quand tu regardes vu d'ensemble, une espèce quand même d'unité chromatique, hein, tout est à peu près dans les couleurs de terre et d'argile. Puis alors, par moment, il y a quand même des maisons qui brisent un peu cette harmonie et qui sont de couleurs presque acidulées. Hein. Les marchands qui sont partis faire des comptoirs en Asie du Sud-Est, au Kenya, quand ils sont rentrés, ils ont apporté avec eux les couleurs. Et en signe un petit peu de la réussite de leur entreprise, ils ont badigeonné leur maison. Mais tu vois, les couleurs qui sont les plus répandues, les couleurs préférées, ce sont le vert, qui est le symbole de l'islam, mais aussi de la verdure, de l'oasis, et le bleu, celui de l'eau.
Et donc, à l'intérieur de la cour, perchée en hauteur, on reconstitue par la couleur une petite oasis. D'autres marchands, eux, ont voulu faire étalage avec une extravagance de couleurs, avec tout ce qu'il y a de plus criard, mais c'est très récent. C'est presque aussi beau vu du sol que du sommet des falaises. Ce qui est étonnant pour le non-initié, c'est qu'on a quand même l'impression d'abord que l'architecture ici est faite avec des volumes assez simples, qu'elle fait dans la sobriété, qu'il y a un sens comme ça assez profond, la symétrie, la régularité. Mais évidemment, ce qui frappe le plus, c'est cette notion de mimétisme. Je ne sais pas si ça participait d'un souci d'homogénéité, en tout cas c'est réussi. En fait, moi ce que je trouve le plus spectaculaire, c'est qu'on ne sait pas où s'arrête l'œuvre de la nature et où commence le travail de l'homme. C'est vrai. Parce qu'en fait, tout ça, c'est que de la boue. C'est que la terre, c'est le limon. Tu vois, c'est les moyens limités qui font les chefs-d'œuvre. Et ça, c'est joli. Et ce qui est aussi absolument étonnant, c'est que c'est très adapté au climat qui est à la fois avec des nuits fraîches et puis des journées qui sont très chaudes. Alors ces épais murs de boue, ils te restituent pendant la journée la fraîcheur de la nuit, et puis la nuit, ils te rendent tout le rayonnement qu'ils ont emmagasiné pendant la journée. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le matériau de base ici, ce qu'on appelle le pisé, sont des briques d'argile, ni plus ni moins, et c'est une sorte de recyclage de la nature, parce que ce qui est arraché, notamment à ces falaises, par l'érosion, et après drainé par la rivière et déposé en limon, et récupéré, on le voit bien le long des pistes ici, une des principales activités, on voit les ouvriers faire ces fameuses briques. Et donc on mélange juste un petit peu de paille hachée pour donner plus de cohésion. Et au bout de 3 jours, les briques sont suffisamment sèches pour pouvoir servir à construire les murs. Alors, ces bâtiments à étages, ça c'est quand même quelque chose d'assez original, tout au moins pour une architecture ancienne. Et ça s'explique comment? La possibilité de s'étendre à l'horizontale? Il y a une double raison, c'est à la fois dans un souci défensif et pour libérer les terres cultivables. Il y a des maisons qui ont plus de 400 ans à Véret, notamment celle de Shibam. Que l'on a survolé. C'est vraiment la ville merveilleuse ici. Elle est d'autant plus étonnante que si ici les maisons se sont implantées le long de la falaise pour laisser à l'oued tout le passage, là-bas, l'oued étant très très large, c'est sur un tel d'alluvion, sur une butte, que les maisons se sont construites. Shibam. 400 maisons et immeubles, dont certains dépassent 30 mètres de hauteur, composent cette cité verticale où habitent environ 7 à 8 000 personnes et que l'on a surnommée la Manhattan des Sables. Loin de Shibam, au nord-est de l'Hadramaout, le Rub al Khali, le désert le plus chiche en faune et en flore de toute la planète, déroule son tapis de dunes sur 600 000 km². C'est la plus importante accumulation de sable au monde. Le désert des déserts, comme l'avait surnommé l'explorateur anglais Tessinger. Il avait traversé clandestinement, à la fin des années 40, cette terre interdite aux non-musulmans. On sait que certaines dunes émettent des sons étonnamment puissants. Stéphane Douady, physicien et chercheur en acoustique, est venu avec Audrey dans le Rub al Khali pour analyser le phénomène. L'aide des Bédouins est indispensable. Ils vont les guider jusqu'à l'endroit où ils disent avoir entendu, lors d'un campement par une nuit glaciale, de longs et profonds soupirs. La petite caravane s'est arrêtée au pied d'une montagne de sable, au flanc abrupt, haute de 300 mètres,
et dont le vent balaie le sommet. Stéphane Douady grimpe sur le ventre de la dune pour mesurer la qualité du sable, sa finesse et la consistance globale de cette surface moelleuse, onctueuse, presque liquide. Parfait. Le scientifique provoque de petites avalanches qui semblent de bon augure pour la suite de ses recherches. Non, c'est pas mal. Bon, on va s'installer. Bon, je vais mettre le micro. Un dans le sable pour entendre le chant de la dune. Dans le sol. L'autre dans l'air. Looks good. Now I can hear it. C'est bon? C'est bon, Audrey? Okay. Recording? Okay. C'est fort? C'est fort dans les oreilles? Il y a des écrits qui disent que ces sons, en fait, c'étaient des djinns. Et ça faisait peur aux gens. C'était un son étrange. Quand les gens l'ont entendu pour la première fois, ils ont pensé que c'était surnaturel. Mais les scientifiques ou les gens instruits savent que c'est un phénomène qui s'explique logiquement. Mais pour les gens, c'était les esprits. Et puis c'est tout. And you record this here. Yes. Nous, ce qu'on cherche à comprendre, c'est d'où vient le son. Parce que c'est surprenant, en fait, comme origine. Et ce qu'on voit, c'est le mouvement des grains. Ça, c'est comme les grains de sable. Et en fait, ils bougent tous en même temps. Voilà. Ils montent et ils descendent en même temps. Ils ne bougent pas dans le désordre, ils bougent tous ensemble. Et là, c'était Audrey, en fait, qui a amené l'idée que ces grains, ils sont particuliers. Ils ont quelque chose de spécial. Ça, c'est le caillou normal. Et quand il est dans le désert comme ça, il est recouvert d'une patine qui le rend brillant. Et donc, c'est pour ça que quand on a vu ces cailloux, en arrivant ici, on était ravis parce qu'on sait que ça, c'est la patine du désert.
Et c'est probablement ce qu'il y a sur les petits grains de sable. Et il semble qu'il faut qu'il y ait cette patine sur les grains de sable pour qu'à ce moment-là, ils bougent tous ensemble. Nous, on se repose dans ce sable, par tous les temps, même quand il pleut. C'est notre quotidien. On vit ici avec notre bétail, nos maisons, nos tentes en crin. On se déplace avec nos bêtes, nos enfants, petits et grands. On est bien, grâce à Dieu. Nicolas a quitté le Wadi Doan et ses merveilles pour embarquer en compagnie du spéléologue et scientifique Peter de Guest sur un grand boutre traditionnel. Ils vont rejoindre, à 250 km du golfe d'Aden, l'île mystérieuse de Socotra, dont la côte sud fait face à l'Antarctique. Aucune autre terre entre les deux. Difficile d'accès, Socotra se compose de 2 longs et vastes plateaux calcaires, séparés presque en leur centre par un massif de montagnes culminant à 1500 mètres d'altitude. Ce relief attire et bloque les nuages. Certaines zones reçoivent de fortes précipitations et le taux d'humidité très élevé favorise le développement d'une flore endémique exceptionnelle. Aloès, myrrhe, encens et le fameux sang-dragon dont la résine est connue depuis la plus haute antiquité pour ses propriétés médicinales et tinctoriales. Le biologiste Patrick Blanc est déjà à Socotra. Avec Samet, son guide, il est allé observer cet arbre étonnant qui existait déjà au temps des dinosaures. Voilà un vieil exemplaire là du sang-dragon, du Dracena cinnabari, endémique de Socotra, enfin, qu'on trouve aussi un tout petit peu au nord-est de l'Afrique. Alors celui-là c'est un vieil exemplaire, pourquoi? Parce qu'on voit que ses feuilles sont assez petites et on voit cet ordre de ramification, toutes ces ramifications tout à fait égales, quasiment dichotomes. En fait, plus il y en a, plus l'arbre vieillit. Et ça a été calculé qu'en fait il peut se ramifier au maximum à peu près 17 fois seulement et après il meurt. Et celui-là vraisemblablement après plusieurs siècles est sur la phase de déclin et va sûrement bientôt disparaître. Voilà, là, sur cette branche morte, là, on voit très bien toutes les cicatrices des vieilles inflorescences. À chaque ramification, il y avait l'inflorescence et un rejet qui repart en dessous. Et c'est ce qui permet d'avoir toute cette structure articulée qu'on voit très bien sur les tiges mortes. Sur le haut plateau du Dixam, dans un canyon où poussent les dragonniers, des hommes collectent la précieuse sève rouge. Patrick Blanc pose 1000 questions à son guide sur cette récolte particulière qui s'effectue une fois par an entre la mousson du Levant et celle du Ponant. Dis-moi, tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'ils font là pour récupérer leur fameux sang du dragon? Ils recueillent la résine en frappant l'arbre avec un couteau traditionnel. Ils viennent ici une fois par an pour récolter le sang-dragon dans une peau de chèvre séchée. Ah oui, donc il faut énormément de temps puisque c'est seulement une fois par an. Ça veut dire que dans ce milieu qui est tellement sec où tout pousse très très lentement, il faut beaucoup de temps à l'arbre finalement pour se régénérer au niveau de l'écorce et de pouvoir récupérer à nouveau la résine. Merci. Oui, ben, donc ça m'aide à récupérer quelques grammes simplement de sang de dragon. Ça veut dire que ça représente énormément d'heures de travail en fait. Pendant l'hiver, les familles vivant de la pêche et de la récolte des dattes le reste de l'année ont transhumé vers les alpages reverdis par les fortes précipitations. Elles vivent alors dans ces habitations troglodytes
avec leur maigre troupeau constitué de quelques chèvres, moutons et vaches minuscules. Les hommes ont rapporté au village la sève cristallisée des dragonniers récoltés sur le plateau. À charge pour les villageois de la transformer en fine poudre, cette poudre qui, plus encore que l'encens, a fait la réputation de Socotra, équivalait à l'époque des Romains 10 fois son poids en or. Chauffée quelques minutes, la résine pilée se transforme en une pâte gluante, presque noire, qui pourra servir à de multiples choses. Roulée en petites boulettes, elle sera vendue sur le marché de la capitale à Dibou, pour peut-être encore aller développer ses vertus médicinales et aromatiques, ses capacités à teindre marbre au tissu, bien au-delà des frontières de l'Arabie heureuse. Les trompes d'eau qui s'abattent sur l'île pendant la double mousson et les vents furieux des cyclones ont entaillé et façonné ce massif de calcaire. Parmi les innombrables cavités qui percent la montagne, la plus vaste et la plus profonde, la grotte de Hoek, que vont visiter Peter de Guest et Nicolas, est un lieu unique dans l'histoire du monde ancien. Un sanctuaire toujours auréolé de bien des mystères. Ici, nous sommes dans une zone extrêmement fragile. Il y a des excentriques qui poussent dans toutes les directions, partout. Attention pour la tête. Toujours marrant, les excentriques, ça porte bien leur nom parce qu'on a l'impression que ça ne tient pas du tout compte de la gravité. Ça fait carrément un pied de nez à la pesanteur, ça part dans tous les sens. Oui, et ici partout là-bas, oui. Demande quand même. C'est du gypse, celui-là. Dans une cave où il n'y a pas un souffle d'air, comment on peut arriver à avoir une horizontale aussi fragile? Voilà. Maintenant, tu entends que quelques gouttes qui tombent, mais avant, c'était vraiment des cascades ici. Ça ici, Nicolas, c'est la seule gourde encore active dans la grotte aujourd'hui. Gourde ou une vasque? Oui. Donc juste après les périodes de mousson, dans le mois de décembre, janvier, le niveau de l'eau ici monte à peu près 15 cm et c'est actif ici. C'est plein d'eau partout, c'est vraiment très 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 joli. Et là-bas, il y a un texte, tu vois, c'est pas si clair, mais c'est un texte en brahmi. Donc c'est une partie nord-ouest de l'Inde. Donc ça, vraiment, c'est le commencement ici de la partie archéologique. Il y a un croisement de langues incroyable dans cette grotte, parce que qu'est-ce qu'on trouve à part le brahmi? C'est la folie ici. On a les pré-éthiopiens, des Abyssines peut-être, le palmyre. Et la langue du Christ. Et la langue du Christ, l'aramée, oui. On a une grosse stalagmite ici, et au bout là-bas, un ascensoir avec du charbon dedans. On pense pour le moment que c'est assez vieux parce qu'il y a des concrétionnements dessus. Tu vois là-bas, des produits blancs. Et je pense que c'est pour éclairer la route jusqu'au bout de la grotte. On retrouve l'usage de l'encens. Tout ça sur un magnifique hôtel géologique. Oui. Allez, je te suis. Tiens, oublie pas ton... Ouais. Je vais le prendre. Continue par là? Oui, c'est par là. Et ici, fantastique. Ah oui, attends, ça c'est fou. Un bateau. Tu vois, il y a des voies là-bas.
mât, les voiles, la proue. Et la forme, c'est probablement une ancienne poutre de l'Inde. Et on reconnaît, enfin, tu vois, le système de gouvernail qui Oui. traverse comme ça. Tout ça, en fait, au niveau datation, c'est pour vous de l'ordre des hypothèses. La seule chose qui vous permet de dater avec précision dans les objets archéologiques que vous avez trouvés ici, c'est cette fameuse plaquette dont tu es ce que l'on appelle l'inventeur, c'est-à-dire c'est toi qui l'as découvert, d'ailleurs elle porte ton nom maintenant, et tu l'as trouvée appuyée contre le stalactite, contre le stalagmite qui est juste derrière. Oui. Et ça, c'est un document, enfin une pièce extraordinaire parce que elle se date d'elle-même. Elle a été laissée ici par un voyageur 3 siècles après notre ère. Et là où c'est un document exceptionnel, c'est qu'elle est écrite, rédigée dans la langue de Jésus-Christ. Oui. L'araméen. Araméen. Je vais te montrer. Parce que la tablette, ça, pour l'heure, elle a été dissimulée dans la grotte pour se mettre à l'abri des convoitises. Oui. Mais on a les photos de la découverte. C'est encore dans la grotte. Alors c'est une tablette de bois. Et alors le texte a été gravé probablement avec un instrument métallique et comblé avec une espèce de matière noire. Oui. Et il a incroyablement bien résisté au temps. L'auteur s'appelle Abgar. Abgar. Et qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait de lui, je vais faire la traduction du texte ici. Moi, Abgar, fils de Absmaya, je suis venu ici le 25 jours du mois de Tamu. C'est probablement juillet. D'accord. Dans l'année 258. Après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Je suis venu dans le pays du Nissi. Ça, on ne sait pas exactement. À quoi ça correspond? Oui, voilà. Toi, homme, tu es venu ici. Je te bénisse et je te prie de laisser la tablette sur sa place. Les volumes sont gigantesques ici, hein? 70 mètres sur 30. Et les stalagmites, des colonnes gigantesques. Ce sont de vrais archives paléoclimatiques, ça. C'est la bibliothèque d'histoire Socotra. C'est difficile à dire, mais ça peut atteindre jusqu'à quelques millions d'années, ça. Ah oui, donc c'est pas une bibliothèque, c'est quasiment le disque dur de la climatologie de l'histoire de la Terre. Oui, si tu veux. Alors, c'est assez étonnant de voir que, au-delà de la beauté des stalactites et des stalagmites, c'est une mine de renseignements pour une science qu'on appelle la paléoclimatologie, c'est-à-dire l'étude des archives climatiques de la Terre. Oui. Sur laquelle, jusqu'à présent, elle s'appuyait sur l'étude des archives des glaces. Des glaces, c'est juste. La dendrochronologie, c'est-à-dire que ça, c'est l'étude des cernes des arbres. Des arbres. Et puis l'étude des variations de niveau des lacs, c'est ça? Oui, c'est ça, des varfs. Oui. Et alors, maintenant, on y ajoute une nouvelle technique. Sur des spéléothèmes. Et des spéléothèmes, c'est quoi? C'est une stalagmite. C'est une précipitation secondaire calcite dans une grotte. Ça, c'est une spéléothème. Et si on coupe, on prend une petite planche, et on voit déjà qu'on a des lamines qui sont plus épais, plus étroits, et aussi blancs ou plus bruns. Donc ça, c'est après 10 cm, donc c'est à peu près 1000 ans. Là, tu as la lecture des événements climatiques des 1000 dernières années. Oui. Vous, ça vous permet quand même de suivre des événements avec une précision chronologique de quel ordre? D'une pourcent. Alors, quand tu fais après un graphique sur les 6000 dernières années, qu'est-ce que ça te donne comme analyse? On voit les 6000 années ici. D'accord. Et on voit que... on s'est pas arrêté de bouger. Voilà. Entre 1000 et 1700, c'était plus sec qu'aujourd'hui. Et surtout, ce qui est étonnant, dans la période qu'on trouve ici des vestiges archéologiques, dans la peinture, le brahmi, c'était plus humide qu'aujourd'hui. Donc quand il y a une grande activité commerciale économique, on s'aperçoit que la mousson y a probablement été pour quelque chose. D'abord parce que les vents de mousson ont favorisé le trafic maritime et qu'en plus, je suppose qu'avec plus d'humidité, la végétation était plus importante. C'est quand même incroyable de voir qu'on peut presque lire l'histoire dans ce minéral. On peut faire la liaison entre la géochimie stalagmite, l'archéologie et la biologie.
Socotra est rarement dégagé de tout nuage. Et pendant de longues semaines, les vents violents de mousson rendent son accès très difficile depuis l'océan. La maîtrise de ces vents par les Grecs et les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ a permis le développement de leur marine marchande en mer Rouge, signant du même coup le déclin de la route terrestre de l'encens. Patrick, Oui. Ah, salut Nicolas. montre. Ah oui. Alors voilà la fameuse résine. Et l'arbre dont elle est issue. C'est Boswellia elongata, c'est une des 7 espèces qui sont toutes endémiques de l'île. Ah oui, il y a 7 espèces Oui, d'arbres il y a une ensemble diversification. spécifique à Ah bah, Socotra. c'est la plus grosse diversification des Boswellia, elle a eu lieu à Socotra, parce qu'il y a quelques espèces en Somalie et au sud de la péninsule arabique, mais c'est vraiment ici que tout se passe pour les Boswellia, et beaucoup d'ailleurs poussent sur les pentes très très fortes aussi. Et alors comment on les récolte? Alors on les récolte, ils font une incision, et très peu de temps après, une semaine après, simplement ils collectent les perles d'encens. Du temps de la reine de Saba, là, tu sais que là t'en avais pour une fortune. Oui, Hein? oui. Botaniste à l'époque, ça... ça- Dans les textes anciens, on disait que ça procurait aux arrivants un sentiment divin et ineffable. Et quand on faisait des fumigations, c'était une manière d'associer ses invités à la félicité et à la communauté de bonheur que sont les parfums. Et on ajoutait que quand on pouvait maîtriser les parfums, c'est joli, on pouvait maîtriser les cœurs. C'est superbe. Et là, tu vois, sur les rochers, il y a plein de choses tout à fait intéressantes. Et j'ai demandé à Géraldine et à Stéphane de nous mettre des C'est quoi les cordes. petites coulées vertes que l'on voit là? Là, les petites coulées vertes, c'est des capriers. Bon, ben on va les s'équiper. D'accord, je te suis. Là, il y a tous les stades là, c'est une nurserie ici. Voilà. Tu vois celui-là là? Oui. Tout petit celui-là. Ah. Il est de l'année. Il pile dans une petite prise qui m'aurait bien aidé. Puis on regarde le Boswellia, là, l'arbre à encens, l'énorme racine, tu vois, qui après englobe complètement la roche. Tu vois, c'est à partir du collet que tu as ces émergences qui stabilisent complètement l'arbre sur la paroi. Tu viens de commettre un sacrilège là. Tu vois où est ta main gauche? Oui. Hein? Oui. Alors tu Oui, priais de oui. replanter ça Caillou immédiatement. Tu la remets dans son humus. Voilà. Non mais vraiment, les botanistes d'aujourd'hui sont plus ce qu'ils étaient. Non mais elle est très banale partout. Elle. Et tu n'aurais pas des affections sélectives pour les plantes quand Non. même. Hein? Non. C'est pas parce que tu es dans la difficulté qu'il faut sacrifier une pauvre plante. Tu vois. Oui. Oui. Hein? Regarde celui-là, il est extraordinaire, là, tu vois, Nicolas. Parce qu'il est ancré en bas et en fait, il a toute sa base qui a épousé la forme du rocher, ce qui lui permet d'avoir son centre de gravité qui reste bien plaqué contre la roche. Et tu sais qu'il y a des vents extrêmement forts pendant 3 ou 4 mois de l'année. Et donc, du coup, il résiste très bien au vent en se plaquant comme ça. Comme nous. Voilà. Que nous, 4 mois, on ne tiendra pas. Alors là, je ne surtout pas. Ah, il y a des trucs qui piquent. Les plantes, c'est sympa jusqu'à un certain degré. Il y a un petit tragia qui est assez méchant, là. Ouais. C'est ça qui m'a piqué? Non. Non, ça c'est gentil.
superbe, hein, Nicolas? On va éviter de faire tomber ça. Alors, c'est solide à ton avis? Oui, mais sans plus, parce qu'il y a juste le point de germination, donc c'est pas très solide. C'est beau en tout cas. Hein? Superbe. Pour moi, c'est assez incroyable de voir cette espèce parce que moi, je connais bien les Dorstenia. Il y en a plein d'espèces dans les forêts d'Amérique du Sud et puis d'Afrique de l'Ouest. Mais ce qui se passe, c'est que c'est toujours des petites plantes de sous-bois, des petites herbes et qui sont accrochées aux parois, mais dans les mousses des parois, donc des plantes minuscules. Et quelques espèces ont réussi à sortir de la forêt, souvent en étant un peu succulentes. Mais alors celle-là, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Dorstenia gigas, dans le côté géant. Elle a été atteinte de gigantisme, tout comme l'est l'Adenium obesum. Donc on est vraiment face à le plus gros Dorstenia qu'on connaisse sur Terre, et il est ici à Socotra. Comment tu expliques ce gigantisme? Bien écoute, c'est une stratégie qui est de toute façon extrêmement bonne pour stocker l'eau. Pour les plantes, il faut à tout prix en dépenser le moins possible. Elles en dépensent peu parce qu'elles ont des petites feuilles, et une façon très efficace de la garder, c'est d'avoir un tronc renflé qui est entièrement gorgé d'eau. Et en plus, le gros avantage, c'est que du coup, ça les maintient rigides. Donc au lieu de faire du bois comme les arbres, d'avoir un squelette en bois, elles ont un squelette vraiment en eau, un squelette qu'on peut qualifier de hydrostatique, tu vois. C'est pour ça que c'est quasiment impossible de connaître leur âge, parce que si tu les coupes, tu peux pas avoir de cernes annuelles. Voilà, t'as pas les cernes annuelles, mais t'as quand même un système indirect pour évaluer l'âge. Comme tu sais que toutes les plantes poussent par leurs extrémités, 1 seul centimètre par an, ça veut dire que un pied comme celui-là qui fait en tout à peu près 1m20, 1m50, ça veut dire qu'il a au moins 120, 150 ans. Ce qui est marrant, c'est que pendant que tu nous expliques tout ça, il y a les vautours. Hop, il y en a un qui va passer, qui cercle autour de nous, avec le cou tordu pour nous regarder. Oui, pourtant on n'est pas encore mort. Et ils anticipent peut-être. Nicolas, là, ça, c'est vraiment le plus bel adénium. Tu as vu un peu, il doit faire ses 6 mètres de haut à peu près. C'est beau, hein. Peau en or, parfaite. Avec toutes les bases renflées qui épousent tous les bouts de rocher. Une vraie merveille. La nature est belle, hein. Tu fais juste gaffe au bloc qui est là. Oui, oui, oui. Et là, on effleure. Oui. Surtout que on ne pourrait pas vraiment compter sur lui s'il y avait un problème. Il faut se poser 2 secondes parce que là, il y a tout le monde est là. Pléiade d'arbres, Voilà. magnifiques. Partout. Allez, viens, on passe par là. Hop. Oh! Tu vas pas croire ce qu'il y a à l'arrivée ici. Fais pas de bruit d'ailleurs. Je t'attends. Regarde, 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 regarde. Incroyable ça. Alors ça, il y a un congrès de vautours. Superbe. Désolé de vous déranger. On fait que passer. Hein. Hop. Quand on voit toutes les fientes, on voit qu'ils ont l'habitude d'être là. Hein. Ouais, on est sur un reposoir. Ça, c'est sympa pour terminer cette visite à Socotra. Petite parade des vautours percnoptères d'Égypte. Oiseaux pour le moins emblématiques ici, qui prolifèrent. Visiblement, c'est pas la nourriture qui manque, mais le nombre de chèvres sur l'île. Je souhaitais que ça soit des oiseaux de bon augure pour cette île qui nous a fait la démonstration de son extraordinaire et ancienne richesse biologique. Oui. Et puis, conjointement, d'extraordinaire richesse culturelle issue d'un passé prestigieux. Quand on pense qu'au fond de ces vallées qui pénètrent le cœur de Socotra, il y a encore quelques âmes qui parlent ce qui doit être
le vestige de la langue que pratiquaient les Sabéens. C'est quand même quelque chose d'assez prestigieux, quoi. Nicolas Hulot quitte l'île magique de Socotra pour aller à la rencontre dans le nord Yémen des hommes qui depuis des millénaires sculptent les montagnes par-delà les nuages. L'équipe d'Ushuaïa Nature a laissé derrière elle l'île de Socotra pour les montagnes du nord-ouest du Yémen. En se séparant de l'Afrique, la péninsule arabique a laissé place à la mer Rouge. Les forces colossales ont soulevé le vieux socle d'Arabie, poussant vers le haut la chaîne de montagnes yéménites. Au lever du jour, Nicolas plane sans bruit au-dessus des arêtes du Djebel Maswar et des villages qui s'y accrochent à près de 2800 mètres d'altitude. Chargés de l'énorme évaporation de l'océan Indien, les nuages se heurtent à cette puissante muraille qui, comme Socotra, reçoit les vents de mousson 2 fois par an. Si les fortes précipitations mêlées à l'érosion éolienne ont profondément buriné les flancs des montagnes, elles ne sont pas seules à avoir façonné cet univers minéral. Les hommes, depuis des millénaires, y ont imposé leur marque. On se demande parfois comment. Un incroyable manteau de terrasse habille la montagne aussi loin que porte la vue. C'est l'œuvre collective des hommes et des femmes depuis plus de 3000 ans. Un travail de fourmi. En raison de l'étendue du domaine, la communauté villageoise s'emploie quasi quotidiennement, et tout particulièrement avant l'arrivée des pluies, à entretenir et développer les terrasses. Le travail ou la marche pour s'y rendre s'effectue toujours en chantant. Une façon de maintenir la cohésion du groupe. Il faut sans cesse remonter les murs en pierre sèche que l'eau de ruissellement ou tout simplement la pesanteur entraîne vers le bas. L'espace dévolu à la culture doit être impeccable, libre de tout obstacle, avant d'être labouré puis ensemencé de khat, bien plus lucratif que le café. La terre n'a pas été importée. Elle est née de la dégradation de la roche, qui est devenue limon fertile au cours des millénaires. Pas un versant n'a échappé au travail des hommes. Ces milliers d'hectares sculptés confèrent à la montagne quelque chose d'irréel. Utilisant les passages muletiers permettant de cheminer de terrasse en terrasse, Nicolas Hulot a retrouvé Pascal Maréchaux dans l'un de ces villages fortifiés bâtis sur une arête rocheuse et dont le mimétisme avec l'environnement est étonnant. يلا قدام يلا قدام روح
Ici, on utilise toujours simplement le matériau qui est disponible. Mais la maison est aussi une falaise reconstituée. C'est incroyable la taille des pierres là. Les plus gros blocs, c'est comme si c'était le rocher lui-même. Et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'en fait, entre les murs des terrasses et les murs des maisons, c'est le même savoir-faire. Et là, tout est à joint sec, hein. Les petites pierres viennent caler les grosses. Salam. Pas mal non plus ici. Alors ça, c'est vraiment la maison tour caractéristique, où cet habitat vertical, plus on monte, plus les ouvertures s'agrandissent. En bas, c'est l'étable avec juste des jours pour ventiler. Au-dessus, une première pièce. Et puis tout en haut, tu as le mafrage, le salon de réception. Alors là, tu vois, au niveau des fenêtres, il y a une logique de l'utile. La fenêtre, elle a 3 fonctions. Voir, éclairer, ventiler. Pour voir, c'est la fenêtre avec les volets qu'on peut fermer comme on veut. Et si les volets sont fermés, il y a la lumière qui rentre dans la pièce, soit avec des disques d'albâtre. Qu'on voit à gauche, là. Voilà. La lumière filtre à travers. Voilà. Soit avec des vitraux qui sont des grilles de plâtre ajourées avec des éclats de verre colorés. Et tout en haut, tu as des petites ouvertures qu'on appelle des chagouches qui servent à la ventilation. D'accord. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on n'utilise que les matériaux naturels. Et il y a une continuité entre toutes les terrasses et puis les maisons, ce qui fait que ce ne sont pas simplement, je veux dire, des paysans, ce sont des jardiniers, des architectes qui ont sculpté toute la montagne. Et c'est des générations et des générations de travail pour pouvoir transformer toute la pente en un gigantesque amphithéâtre collecteur. Là-bas, on va voir, il y a une vue absolument splendide sur les terrasses. On peut laisser les chevaux là, si tu veux. Oh là. Là, il y a une vue superbe là. Alors, ce qu'il faut remarquer là dans cette parcimonie et cette utilisation au mieux des terrasses, c'est que les labours font en sorte de pouvoir drainer et capter le ruissellement pour éviter l'érosion. Et d'une année sur l'autre, on croise le labour pour retenir la terre. Et puis, tout ce qu'on a recueilli dans les étables, on va l'épandre dans les champs et avoir donc un engrais naturel. Chaque terrasse est une grande marche qui épouse parfaitement le relief horizontal. Ce réseau titanesque capte les premières pluies de mousson pour les répartir du haut en bas de la montagne en un gigantesque système de vases communicants. Une bonne gestion du sol de chaque parcelle, alternant jachère, pâturage et culture, suffit au bon équilibre de ces jardins suspendus florissants. La route de l'encens passait au pied de ces montagnes. Elle a donné naissance à une métropole hors du commun et toujours hors du temps. Sanaa, celle que l'on appelle le toit de l'Arabie, blottit ses immeubles tours de terre, de pierres et de briques, à 2350 mètres d'altitude, au cœur des hauts plateaux yéménites qui lui ont servi de protection naturelle. Les quelques 5000 immeubles qui composent la vieille ville sont inscrits au patrimoine architectural mondial, et l'on comprend pourquoi. Chaque bâtiment est un trésor fragile, nécessitant un entretien permanent. Aujourd'hui encore, la Médina demeure très certainement un exemple de ce qu'a pu être la vie dans les ruelles des cités qui jalonnaient la route de l'encens
bien avant notre ère. Au cyclomoteur près, les minuscules ruelles de la vieille ville semblent presque irréelles, avec leurs étals débordant de fruits, d'épices, d'encens, de myrrhe, d'aromates et de graines de toutes sortes. Une quarantaine de souks représentent autant de corps de métier. Il y a bien sûr le souk des menuisiers, des étameurs, des forgerons, des vitriers, et au fond d'une échoppe, le chameau qui fait inlassablement tourner la meule, écrasant les noyaux d'abricots ou les graines de sésame. Le grand souk de Sanaa reste un tableau vivant de la vie marchande d'une époque lointaine, où hommes et marchandises étaient assurés de passer la nuit en toute sécurité entre ses murs, en vertu du séculaire droit d'asile aux voyageurs. Loin de Sanaa, plus au nord, le désert règne en maître. Sur l'ancienne route de l'encens, des villes caravansérails ont depuis longtemps disparu. Médine Saleh en est un exemple. Cet imposant massif de grès rose posé au milieu de nulle part finit de se transformer lentement en sable. Ici pourtant se trouvait Egra, la porte du désert, une ville dont l'activité commerciale devait être semblable à celle que l'on observe à Sanaa aujourd'hui. Egra était une ville-étape importante en Arabie, comme l'était son homologue Petra, en Jordanie. Les Nabatéens qui ont construit ces tombes ont emprunté des éléments architecturaux à leurs voisins égyptiens, mésopotamiens et gréco-romains. Au fronton des tombeaux, les inscriptions en nabatéen sont encore visibles. On pense que cette écriture est à l'origine de l'écriture arabe moderne, née véritablement au début du VIe siècle de notre ère. Les façades les plus monumentales, ornées d'un escalier dans leur partie supérieure, accueillaient les dépouilles des hommes. Les tombes plus petites, surmontées d'un triangle, étaient destinées aux femmes. À l'intérieur des tombes, il ne subsiste bien sûr plus rien du temps de leur splendeur. Excepté les niches et les alcôves, taillées dans le grès, où étaient installés les corps et entreposées les offrandes. Tout atteste ici qu'il y a un peu plus de 2000 ans, la ville de Egra était une superbe oasis, alimentée en eau douce par un remarquable système de canalisations et de réservoirs, stockant les rares mais abondantes pluies. Mais l'ouverture de la route maritime au plus grand nombre a porté un coup fatal à l'odyssée terrestre de l'encens et donc à la prospérité des cités qui la jalonnaient. Le temps ensuite a fait son œuvre.
sens l'odeur du thym? Ouais. On sent les 3000 mètres, hein. Ouais. Je comprends pourquoi il mâche du 4. Mais là, c'est le toit, hein. On me demande si je vais pas m'y mettre, tu vois. Tu sais qu'il faut mâcher pendant 2-3 heures avant d'avoir de l'effet, hein. Ah, il faut prévoir, alors. Il faut prévoir les coups de fatigue. Regarde si c'est joli, la silhouette du vieil homme sur l'horizon. Alan, Yahi. Salam alaikum. Alan. Assalamu alaikum. السلام كيف حالك؟ أهلا أنت بخير؟ وعليكم السلام. بلادكم ممتاز. فين الميلادك؟ فين قريتك؟ بيتك؟ هذا كبريتيها Ah. Donc c'est son village ici. Il est né ici, هذا كبريتيها عندها شجر à côté de l'arbre. Il est né à côté de l'arbre. Il a vécu là toute sa vie. Il vit encore là. ايش هذا هنا؟ صافي هذا باب الدار الباب الجبل. Ça c'est la porte d'entrée de toute la montagne. وهذا في أوسن في المنطقة في بيت ذاك. هذا الحصن هذا الحصن. Au village qui se trouve en bas, il y avait une forteresse qui commandait l'entrée au Djebel Maswar, qui est une véritable fortification naturelle et qui est un bastion absolument imprenable. D'autant qu'ils avaient sur chacun des endroits des citernes qui leur assuraient donc un approvisionnement en eau. Et ils avaient des greniers enterrés à l'abri des rats qui leur permettaient de tenir un siège. Voilà, c'est la pluie qui dicte. Ils disent, tu vois, dans le Coran, une des sourates qui disent de l'eau nous avons créé toute chose vivante. Il dit qu'il faut être patient pour faire tout cela. Oui, bah ça c'est sûr. Il faut avoir une infinie patience ici, que ce soit pour cultiver ou pour construire. في هذا كانوا مرحل ما كان يخربوا ولا شيء إلا من قاموا اليوم يخربوا ولا كانوا يصحط الذبي هكذا. Il te dit, tu vois, ce que tu vois, c'est tout le bas monde qui tient dans le creux de ta main. من الحسن هذا حق بيتي إذا كان. Kramak Allah. Fi min Allah. عافيتك. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Allah yabarak fi. عندي جي. أيوة. نالله على الطريق. ما عاد تسافروا بي ما عاد كترت. شكرا شكرا. شكرا. في من الله. مع السلامة. مع السلامة. L'alchimie, il y a 3 composantes. Il y a la mousson, la montagne et le travail des hommes. C'est parce qu'il y a ces hautes montagnes qui arrêtent les pluies qui viennent de l'océan Indien qu'on peut avoir cette agriculture. Et ici, ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on est pratiquement sur le toit. Et chacune des montagnes et des vallées a développé ses propres particularismes. Et donc, d'une crête à l'autre, eh bien, on bascule avec des comportements, des cultures, des adaptations, des modes de vie, ayant quand même en commun une langue, une pratique agricole et ce génie hydraulique dont on parlait au début de notre périple. Alors la langue, elle est restée très très proche, de l'arabe littéraire, parce que le Yémen se targue d'avoir été converti par le livre et non par le glaive. C'est-à-dire que ce n'est pas les armées de la conquête qui ont implanté l'islam ici, mais c'est du vivant même du prophète que le pays a adhéré à la foi islamique. Aux confins du Nord-Yémen et du sud de l'Arabie, dans les montagnes, là où le tracé de la frontière est peu précis, vit une ethnie chevrière pour qui prendre soin de sa beauté, de son apparence et rendre visite à ses semblables demeurent des valeurs essentielles. Les hommes-fleurs, fiers bédouins semi-nomades, effectuent avec leurs troupeaux une transhumance verticale au rythme des moussons. Les ibex cohabitent avec des singes de la famille des babouins que certains scientifiques estiment originaires de l'Arabie et qui auraient ensuite colonisé la savane africaine. Les hommes-fleurs possèdent de superbes troupeaux de chèvres considérés comme les plus belles de la péninsule arabique. Et ils en prennent soin. Lorsqu'il est difficile de trouver assez de nourriture dans ces paysages de rocailles, les hommes grimpent dans les arbres pour leur couper des branches et leur offrir un peu de verdure.
Les hommes portent chemise à rayures sous veste impeccable, moustache ou barbe taillée et surtout cheveux longs. Leurs costumes, lorsqu'ils se rencontrent, incarnent leur identité tribale et culturelle, mais aussi leur rang. Les chèvres ont été parquées dans un petit enclos pour éviter qu'elles n'aillent batifoler sur les terrasses et dégrader les cultures. Le lait, tout juste sorti du pis de la chèvre, est partagé entre tous. C'est l'un des gestes les plus simples, mais aussi les plus chargés de symboles de la communauté nomade, qu'elle soit de montagne ou de désert. Les hommes fleurs ont jalonné la route de leur transhumance de halte en pierre, leur permettant de se protéger du froid et des intempéries. C'est aussi le lieu privilégié pour rencontrer les habitants des villages forteresses alentours. L'occasion de partager quelques instants privilégiés entre habitants de ces montagnes et d'initier les plus jeunes au culte de la beauté florale. Regarde ces fleurs. Regarde sa couronne. Ça, c'est beau. Prends exemple. C'est comme ça qu'un homme doit être. Un homme qui sent bon et qui est bien coiffé. Donne-moi une. Regarde. Regarde comment on prépare une fleur et comment on les met. Là. Ah, tu es beau. Voilà. Comme ça, tu sens bon. Les hommes cultivent sur une petite parcelle soigneusement grillagée pour être à l'abri des bêtes, des fleurs introuvables à l'état sauvage dans ces montagnes. Cet espace plan et protégé sert aussi de lieu de palabre. Si être beau et sentir bon font partie des préceptes des hommes fleurs, ces bédouins n'en restent pas moins de farouches et redoutables guerriers, plaçant l'honneur au-dessus de tout. Les nomades en transhumance peuvent compter sur l'aide des villageois rencontrés pour l'eau, le gîte, le couvert, mais il ne fait pas bon manquer au code régissant la vie des communautés. Toute occasion est bonne de faire la fête, de chanter et de danser. Des festivités dont sont exclues les femmes.
L'ambiance est à la joie car l'un de ces hommes doit se marier prochainement. Raison supplémentaire pour sacrifier un chevreau qui est partagé entre tous. Les fumigations d'encens, dont on s'imprègne religieusement pour se purifier, couronnent le repas. Nicolas et Pascal Maréchaux sont arrivés au plus haut village du Djebel Maswar. La population est là pour les accueillir, avec toute la force et la conviction de ces traditions multiséculaires. La tradition, quand on arrive à proximité d'un village, tout se sait dans la montagne. Les gens, ils t'ont vu arriver, ils sont colportés, les femmes en allant à la citerne, elles savent que tu arrives. Et alors les gens, généralement, ils sortent de leur maison et ils font ce qu'on appelle un zamel. C'est un cortège dans lequel ils improvisent une chanson. Donc là, on va avoir le droit aux zamel. J'espère. Et alors souvent, dans cette improvisation, ils font des jeux de mots et puis ils vantent les qualités des autres qui vont arriver. Ça se fait également pour un mariage. Théoriquement, nous-mêmes, nous devrions improviser un répond de façon à vanter aussi les qualités d'hospitalité et d'accueil qui vont nous réserver. Je te laisse cette tâche. Ouais, mais si je chante, il va pleuvoir. Ça, c'est sympa. Magnifique, parce que là, tu as en plus un puits de lumière sur le village. Après le zamel, la tradition, c'est que l'apothéose, c'est la danse. Et la danse, c'est un simulacre de combat. Mais en fait, c'est que les vertus guerrières, elles soient sublimées pour montrer non pas l'agressivité, mais tout le potentiel d'énergie qu'il y a dans la communauté. Alors généralement, là, c'est sur la place devant la mosquée, qui est le cœur du village, que se déroule cette danse qu'on appelle Bara. Dans ce haut Yémen, des générations ont travaillé dur pour bâtir, entretenir et développer de fantastiques villages et un extraordinaire réseau de terrasses cultivées sur fond de précipices. Dans l'avenir, combien seront encore capables de mener cette vie rude et difficile? S'ils répondent aux sirènes de la modernité qui les guettent au fond de la vallée, les moussons violentes nivelleront en quelques décennies le labeur de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui avaient, pour le bien de tous, apprivoisé la montagne.
C'est presque un jeu, quand on regarde comme ça les paysages, de discerner ce qui est purement minéral de ce qui est architectural. C'est-à-dire que c'est pas facile de voir si c'est vraiment un village, une maison ou tout simplement quelque chose de totalement naturel. Superbe. Sur le toit du Yémen, avec ce cortège de vallées énigmatiques. Et à cet instant, un peu comme les nuages là, qui sont en train de grimper le long des parois, nous reviennent toutes ces images cumulées pendant ce périple. Et je crois que ce qui illustre le mieux cette impression, à cet instant, c'est la phrase de Paul Morand, cet écrivain voyageur qui avait dit « Voyager, c'est demander d'un seul coup à la distance ce que le temps ne pourrait nous donner que peu à peu. » Je crois que c'est assez conforme à ce sentiment d'avoir voyagé autant dans le temps que dans l'espace. On reste évidemment ébloui par cette faculté titanesque, génération après génération des Yéménites à modeler le paysage. Mais on garde à l'esprit que derrière le vernis trompeur des apparences, il y a une réalité hier et aujourd'hui lourde de peine et de souffrance, notamment pour les enfants, parfois livrés à eux-mêmes et soumis à rude épreuve. Mais au-delà de tout, s'il y a un enseignement à ce splendide voyage dans l'Arabie heureuse, c'est la phrase prononcée par l'un d'entre nous à propos de l'architecture et de ces millions de terrasses sculptées à flanc de montagne. Ici, l'homme prolonge l'œuvre de la nature. Cette phrase et la réalité dont elle témoigne devraient peut-être influencer l'humanité à un moment où on a une espèce de savant plaisir à entraver, à détruire, plutôt que de la prolonger. Et je pense que prolonger l'œuvre de la nature, c'est probablement là matière pour l'homme pour affirmer sa réelle dimension. Bonsoir. Et maintenant, place au jeu Ushuaïa Nature. Vous pourrez gagner des abonnements au magazine Ushuaïa, le magazine de la nature et des hommes offert par les centres Leclerc. Répondez à la question suivante.
Quel pays Nicolas Hulot vous a fait découvrir ce soir dans l'émission? Pour jouer, rendez-vous sur tf1.fr. Bonne chance! C'était Ushuaïa Nature avec les centres Leclerc. Chaque jour, faisons un geste pour l'environnement. Taylor, vous avez commis une erreur. Qui êtes-vous? La moindre petite erreur peut toujours avoir des répercussions sur la suite des événements. A-t-on pu utiliser ce marteau pour tuer Alyssa Denville? Oui. Je ne veux pas passer le reste de ma vie en prison. Monsieur Sullivan, je ne peux pas grand-chose pour vous. C'est terminé, Sullivan. Dans un instant, les experts Manhattan. Jeep Cherokee, dès maintenant chez votre distributeur Jeep. C'est quoi votre truc contre les rides? Le QD, c'est plus. Nivea visage. Il y a la mort. Et vous? Q10 Plus. Freedom. Q10 Plus. Q10 Plus. Et vous? Tu sais ça. Des millions de femmes sont folles de Q10+, l'anti-ride le plus acheté au monde, seulement par Nivea Visage. Maintenant qu'on est entre hommes, il y a une chose qu'il faut que je te dise. Tu prends du Saint-Albret, tu t'en coupes un morceau, ni trop fin, ni trop épais. Et tu vois, les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. En ce moment, offre dégustation Saint-Albret. 20 centimes remboursés. Grâce à Télé2 Mobile, vous pouvez téléphoner plus longtemps avec des forfaits à partir de 9,85 € par mois sans engagement de durée. Télé2 Mobile. En ce moment, pour 3 paquets de M&M's et 5 €, ce distributeur est chez vous. M&M's, faites-les tourner. C'est la meilleure chose qu'on ait pu faire. Mais c'est quoi ça? Ça? C'est la nouvelle Freedom Box. 70 chewing-gums sans sucre. Je suis pas prête d'en manquer. Sympathique. Bonne soirée, ma chérie. Nouvelle Freedom Box, 70 chewing-gums à portée dedans. Parmi les programmes exclusifs de Canal+ sont nommés La Marche de l'Empereur, iRobot, De battre mon cœur s'est arrêté,